Bonjour à tous. En date du 15 et du 16 juin s'est tenu un sommet international en Suisse, à Bürgenstock. Un sommet organisé d'une part par la Suisse, mais surtout par l'Ukraine, donc le président Zelensky et son administration. Ce sommet que l'on appelait un sommet pour la paix en Ukraine était en fin de compte un sommet qui ne pouvait pas aboutir à la paix en Ukraine. Pourquoi? Puisqu'à la base, la Russie n'a pas été invitée. La Chine a également décliné l'invitation comme d'autres pays, liés à la Russie, comme par exemple l'Iran. Mais surtout, ce sommet avait principalement pour rôle de voir qui était prêt à soutenir l'Occident et l'Ukraine dans la marche pour un processus de paix. Un sommet qui était décrié comme finalement un sommet qui ne servait à rien, puisque dans la mesure où nous n'avions pas les deux parties de la guerre en Ukraine, à savoir la Russie et l'Ukraine, réunies dans un sommet, donc quel intérêt de faire un sommet pour parler de la paix en Ukraine? Mais le fait est que ce sommet a quand même eu de l'importance, puisqu'on s'est rendu compte que contrairement à ce que disait le Kremlin, beaucoup d'États ont quand même voulu participer à cette rencontre. 100 États et organisations internationales, donc c'est pas rien. Plus de 90 États, donc plus de la moitié des États inscrits à l'ONU, donc c'est pas rien. Mais surtout, il s'est avéré que donc lors de ce sommet, on a pu voir les représentants des pays qui appartiennent au groupe des BRICS, donc notamment le Brésil ou l'Inde, l'Arabie Saoudite. Donc ce sommet peut être considéré comme un succès. C'est sûr, il n'y a pas eu d'avancée majeure concernant la paix en Ukraine, mais ce qui s'est passé, c'est que la Russie a pu se rendre compte que l'Occident était en mesure de mobiliser. La Russie a également essayé de mobiliser quelques jours auparavant en organisant son forum annuel économique à Saint-Pétersbourg, qui s'est avéré être un véritable fiasco. Il y a encore 10-15 ans, le forum économique de Saint-Pétersbourg, c'était vraiment un événement. On se rappelle de l'époque où y participaient les représentants des plus grandes entreprises, des plus grands États mondiaux. Et là, c'était vraiment un flop. Donc là, cet événement cette année, c'est vraiment avéré être un échec. Alors que nous avions deux gros événements en Occident. Il y avait le 80e anniversaire du débarquement en France et justement le sommet de Bürgenstock en Suisse. Alors, il y a eu une déclaration finale qui a été adoptée lors de ce sommet. Ces points principaux sont l'intégrité, la souveraineté, l'indépendance des États qui doit être respectée, notamment l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité de l'Ukraine. La plupart des dirigeants de ce sommet appellent également à la protection du transit des produits alimentaires ukrainiens, ainsi que la protection des réseaux énergétiques, mais également une sécurité nucléaire. La plupart des États appellent également à ce que la Russie retire ses troupes d'Ukraine. Un sommet qui a clairement montré que la guerre en Ukraine n'était pas que chose considérée par l'Occident, mais également par une grande partie des États du monde, parce que ces États se rendent compte que la guerre en Ukraine a une influence sur ce qui se passe chez eux. Alors la déclaration finale n'a pas été signée par un certain nombre d'États, ça il faut quand même le souligner. Elle n'a pas été signée notamment par le Brésil, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Mexique. Alors pourquoi? Ces États n'ont pas signé parce qu'ils veulent simplement jouer le jeu des doubles alliances. D'un côté, avoir des réseaux économiques et politiques avec la Russie, de l'autre, avoir des réseaux économiques et politiques avec l'Occident. Peut-être s'approprier un petit rôle de médiateur pour pouvoir en profiter. Mais le fait est que cette déclaration a quand même été signée par 80 États, donc ça reste un succès. On sait qu'un sommet similaire se tiendra prochainement, sûrement au mois de septembre. Donc contrairement à ce qu'on a pu en dire, ce sommet qui n'avait pas pour rôle de trouver un plan de paix pour la guerre en Ukraine, c'est un sommet qui a eu pour rôle de faire quelque part la promotion de la cause ukrainienne, et donc ça a marché, donc en ça c'est un succès. Donc un sommet qui est un succès aussi parce qu'il a réussi à faire venir quand même des États qui à la base n'étaient pas forcément enclins à soutenir l'Ukraine, mais ces États se sont quand même rendus compte qu'il valait mieux jouer dans les deux camps, à savoir avec la Russie et l'Occident. Donc en ça, Vladimir Poutine a subi un gros échec parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'alliés, juste des clients et au mieux des alliés à court terme. Alors, on a beaucoup parlé de l'absence de la Chine. Donc ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup fait commenter les experts. Alors pourquoi les Chinois n'ont pas participé à ce sommet?
les Chinois n'avaient aucun intérêt à y participer. Pourquoi? Puisque la Chine a elle-même un plan de paix pour l'Ukraine, et surtout la Chine veut jouer le rôle central de la médiation concernant la paix en Ukraine. Donc la Chine n'avait absolument aucun intérêt à participer à un événement organisé par l'Occident. Donc il aurait été un peu naïf d'espérer de voir participer la Chine à cet événement. Alors, ce qui aussi porte à discussion, c'est l'absence de Joe Biden à ce sommet. Donc, il a été représenté par Kamala Harris, donc c'est la vice-présidente américaine, donc qui a participé à ce sommet au nom des États-Unis. Alors, pourquoi Joe Biden n'a pas participé à ce sommet? Alors, on peut voir deux explications majeures. Donc, la première, c'est que il est quand même en campagne électorale, ça se passe pas des masses bien, donc chaque jour de campagne pour lui est important. Ensuite, dans la mesure où ce sommet a quand même été l'objet de travail des pays de l'Union européenne, donc de la France et de l'Allemagne principalement, les Américains n'avaient pas forcément intérêt à s'y associer totalement, puisque c'est pas eux qui avaient un rôle de premier plan. Après aussi, ça a été peut-être une façon de dire par Joe Biden que dans la mesure où ce sommet n'allait pas aboutir à un réel plan de paix, c'était pas la peine d'y participer. Donc c'était peut-être aussi une façon pour Joe Biden de dire les sommets qui sont pas organisés par les Américains n'aboutissent pas pleinement à des plans de paix, à des solutions. Donc je ne participe pas à ce sommet, histoire de montrer que sans la présence du président américain, un sommet ne peut pas aboutir à des solutions. Bon, le fait est que on peut se demander pourquoi le président américain qui déclare son soutien plein et entier à l'Ukraine n'a pas voulu participer à ce sommet, sachant qu'il a participé à un sommet du G7 donc en Italie, littéralement quelques heures auparavant. Bon, le fait est que la vice-présidente américaine était là, donc voilà, c'est chose faite et chose faite, donc on va pas revenir là-dessus. On verra si le président américain décide de participer à un sommet similaire donc au mois de septembre. Alors, en même temps, nous avons Vladimir Poutine qui a également voulu faire parler de lui et qui a proposé un plan de paix pour l'Ukraine. Enfin, un plan de paix, façon de dire, un plan de paix à la russe. Donc, il propose non plus de geler le conflit, mais de mettre fin au conflit, mais il a quand même ses conditions. Donc, la première étant que l'Ukraine renonce aux 4 régions qui ont été annexées par la Russie, donc même des territoires qui ne sont pas encore occupés d'ailleurs par les troupes russes. Donc, deuxième condition, que l'Ukraine renonce à intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Et troisième condition, que l'Ukraine ne soit pas membre du bloc occidental, quel qu'il soit. Donc en fait, il ne s'agit même pas de ne pas entrer dans l'OTAN de l'Ukraine, mais il s'agit également de ne pas signer donc des accords de coopération comme l'Ukraine le fait, par exemple avec la France, ou comme elle a fait avec les États-Unis lors du G7. Donc en fait, ce que veut Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine devienne en quelque sorte un État neutre qui n'ait pas de relation avec l'Occident. Donc quatrième condition, Vladimir Poutine attend à ce que l'Occident lève toutes les sanctions et contre tout cela, rien que ça, donc il demandera à ses troupes de cesser le feu. Voilà, donc 4 conditions que pose Vladimir Poutine pour un sommet de la paix. Donc sans cela, Vladimir Poutine ne voit pas la possibilité d'une paix durable en Ukraine. Alors, il faut quand même noter une certaine évolution dans le discours russe, c'est que maintenant les Russes ne proposent plus de geler le conflit, ils proposent d'y mettre fin. Alors, dans ce que proposent les Russes, il n'y a rien de particulièrement nouveau, hein. C'est principalement leurs conditions qu'ils posent depuis quelques mois. Maintenant aussi, il y a une certaine évolution sur la dureté des conditions, puisqu'il y a encore quelques temps, les Russes demandaient tout simplement à ce que le président ukrainien disparaisse, quoi, hein, que le régime, ce que les Russes appellent le régime de Kiev, soit remplacé à nouveau par Yanukovych. Il faut quand même bien dire une chose, c'est que les Russes ne reconnaissent pas Zelensky, ne reconnaissent pas l'Euromaïdan. Donc pour eux, ce qui s'est passé en 2014, donc l'Euromaïdan, c'était un coup d'État. Donc pour eux, le président légitime de l'Ukraine, c'est Viktor Yanukovych. Alors là, on a une évolution, puisqu'apparemment, donc les Russes ne demandent plus le départ de Zelensky. Ils ne lui enlèvent plus de légitimité, puisqu'on avait encore quelque temps un discours russe qui disait que des élections en Ukraine présidentielles auraient dû se tenir en avril 2024. Ça s'est pas fait. Donc Zelensky n'a plus de légitimité. Donc à partir de là, il ne négocie plus avec Zelensky. Donc ça, ils y ont renoncé également. Donc on voit aussi un fléchissement du côté russe. Mais pourquoi un plan russe de la paix maintenant? Bien, parce que les Russes aussi voulaient faire entendre leur son de cloche, puisqu'il y avait un sommet donc international auquel ont participé les plus grands États mondiaux, enfin les principaux États mondiaux, la plupart d'entre eux, donc sauf la Chine.
mais également des États qui sont considérés comme étant des alliés de la Russie, hein, comme le Brésil notamment, hein, donc l'Arabie Saoudite ou l'Inde qui joue un double jeu. Donc Poutine lui également voulait faire entendre sa version de l'histoire et son son de cloche. Mais également, donc c'est aussi un jeu auquel joue Poutine, donc c'est le jeu à celui qui est le gentil. Donc là, Poutine se met dans le rôle du gentil en disant, voilà, moi je propose la paix, c'est eux qui veulent faire la guerre, bon voilà, c'est moi le gentil. Donc c'est aussi une façon de parler, par exemple, aux Français, donc une façon de renforcer des partis qui sont proches du Kremlin, comme le Rassemblement National, donc Marine Le Pen et Jordan Bardella, donc des gens comme on le sait proches du Kremlin, mais aussi d'un certain niveau, donc des partis comme Jean-Luc Mélenchon, LFI, voilà. Mais il faut y voir autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Donc les Russes veulent vraiment cesser les hostilités en Ukraine pour un temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment besoin d'une pause opérationnelle, pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, les Russes ont compris qu'ils n'avaient plus rien à gagner en Ukraine. Donc, à partir de là, la guerre en Ukraine ne leur apporte plus rien, au sens où ils n'arriveront pas à faire chuter donc Zelensky n'arriveront pas à faire chuter Kiev. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, au moment M, finalement, les opérations militaires ont cessé pour eux d'avoir un enjeu réel, puisque avec cette méthode, ils arriveront à rien. Donc, pour continuer la guerre en Ukraine, il faudrait qu'ils mobilisent. Il faut aussi voir que la guerre en Ukraine suscite de plus en plus de remous en Russie. Il y a de la résistance, alors c'est sûr, bon, ça reste encore éphémère, mais on commence à avoir des protestations, donc des mères de soldats qui protestent, donc des gens qui sont plus contents de la guerre en Ukraine, qui veulent que ça cesse. Donc aujourd'hui, les Russes, on voit bien qu'ils sont enlisés en Ukraine et ils le comprennent, et en plus, ils n'ont plus rien à y gagner. Pourquoi? Parce que de toute façon, le Donbass qui veut l'annexer, aujourd'hui n'a plus de valeur. Le Donbass a été détruit complètement. Et les mines et donc toutes les infrastructures pour pouvoir profiter des sources d'énergie ont été détruites. Donc aujourd'hui, pour pouvoir profiter du Donbass, il faut le reconstruire. Ça va demander des centaines de milliards de dollars, argent que les Russes déjà n'ont pas. Et en plus, la reconstruction du Donbass ne sera pas forcément une chose profitable à la Russie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sa reconstruction, la reconstruction des mines et autres infrastructures, ça dépassera en frais, l'investissement dépassera en frais ce qu'on pourrait en tirer si l'on considère le cours du charbon sur les marchés mondiaux. Donc aujourd'hui, les Russes n'ont plus rien à gagner en annexant le Donbass. Aujourd'hui, c'est une terre brûlée qu'ils devront probablement sous-louer ou voire vendre aux Chinois. Ça aussi, c'est pas une perspective intéressante, puisque bon, l'idée, la façon de faire du Kremlin, c'était d'annexer des territoires et ensuite de les vendre à des oligarques russes donc, qui construisaient sur ces territoires et qui ensuite donc en profitaient hein, économiquement, mais qui, quand il leur a été demandé, donc payaient, donc investissaient dans les guerres que la Russie faisait. Donc c'est ce qui s'est passé en Tchétchénie, par exemple, c'est ce qui s'est passé en Géorgie, ce qui s'est passé en Ukraine, à Mariupol, par exemple. Hein. On a donné donc la ville qui a été détruite et conquise donc à des entrepreneurs russes, hein, des oligarques qui, en contrepartie, voilà, font des versements quand Poutine le demande. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'allez pas trouver grand monde en Russie qui voudront investir dans le Donbass, parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire aujourd'hui pour un oligarque russe, puisque investir dans le Donbass, ça demanderait des investissements de dizaines, de centaines de milliards de dollars, investissement qui sera plus rentable, si on considère le cours du charbon sur les marchés mondiaux. Donc aujourd'hui, la Russie, elle n'a plus rien à gagner en Ukraine. Elle sait très bien qu'elle ne pourra pas se payer sur les territoires conquis, donc la guerre devient plus rentable économiquement, c'est fini. Ensuite, la Russie, effectivement, a mis de côté de l'argent et s'est préparée pour une rupture avec l'Occident, mais juste pour une période de 2 ans. Donc aujourd'hui, ces 2 ans sont écoulés, puisque l'agression de la Russie de haute intensité sur l'Ukraine donc remonte au 24 février 2022. Donc là, on a plus de 2 ans et demi de guerre. Donc à partir de là, donc la Russie n'a pas prévu le coup. Ensuite, les Russes, il faut bien voir que n'avaient pas prévu non plus une guerre qui dure. Hein. C'était une guerre qui devait, l'intervention qui devait durer 5 à 7 jours. Donc ils n'étaient pas prêts non plus à une confrontation avec l'Occident, ça il faut bien le voir aussi. Donc aujourd'hui, on est bien hors cadre de ce qu'ils avaient prévu et ils ne sont pas prêts. Alors aussi, les Russes ont essayé de se réadapter en lançant une économie de guerre, certes, mais ça coûte de l'argent, ça coûte de plus en plus d'argent. Alors aujourd'hui, cet argent, ils le cherchent où? Ils le cherchent en Chine.
Parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est le principal sponsor, peut-on dire, de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que la Chine, avec son commerce avec la Russie, sponsorise donc la guerre en Ukraine. Elle permet là aussi de faire de l'argent. En cela, elle permet de financer l'effort de guerre russe. Mais le fait est que la Russie paye un prix très lourd pour ce sponsoring. D'une part, elle a des rapports économiques qui sont défavorables à la Russie avec la Chine. Ensuite, elle doit tolérer la colonisation chinoise d'une partie de la Sibérie. Après, il y a aussi tout le souci de l'infrastructure russe qui devait être construite pour vendre des énergies à long terme aux Chinois. Les Chinois aujourd'hui, apparemment, freinent le décollage de la construction du gazoduc avec la Russie, parce qu'ils préfèrent acheter simplement le prix de l'énergie, les énergies au prix du marché actuel. Donc aujourd'hui, la Russie, elle est perdante, elle est clairement perdante dans ses rapports avec la Chine. Elle se rend très bien compte qu'elle aussi elle va avoir un souci avec la Chine et qu'elle va devoir renouer avec l'Occident pour se défendre de la colonisation de la Chine qui est déjà en train de se faire. Donc aujourd'hui, la guerre en Ukraine lui coûte tant sur le plan géopolitique que sur le plan économique. Après, il faut voir que les grandes boîtes russes comme Gazprom commencent à avoir des problèmes parce que les sanctions elles commencent à faire effet. Et donc, on a des rapports de Gazprom qui montrent qu'ils n'arrivent plus à s'approvisionner en pièces détachées pour leur infrastructure, parce qu'il y a les sanctions, parce que même par les intermédiaires, ça marche plus trop. Donc, ils ont vraiment un véritable problème d'approvisionnement de logistique. Après, la Russie commence aussi à perdre son influence dans sa sphère de domination. Donc, par exemple, on voit en Géorgie les manifestations qu'il y a eu avec la loi pro-russe, qui a été votée par le Parlement, qui est dominé par un parti gouvernemental qui est financé par la Russie. Donc on voit que les Géorgiens résistent clairement, on ne sait pas trop à quoi ça va aboutir. On peut même penser à un scénario ukrainien, au sens où un certain nombre de Géorgiens sont-ils majoritaires, on ne le sait pas encore, mais on sait qu'ils sont beaucoup, demandent à intégrer l'Union européenne, à intégrer l'Occident. Ensuite, la Russie perd de son influence en Azerbaïdjan, elle a perdu l'Arménie. L'Arménie, qui a bien vu que les garanties russes ne valent pas grand-chose, puisque la Russie garantissait certains statu quo dans le Haut-Karabakh. Ça s'est pas fait, donc l'Azerbaïdjan a annexé le Haut-Karabakh. C'était une façon pour Poutine de punir l'Arménie pour ses relations économiques et politiques avec l'Union européenne. Le fait est qu'aujourd'hui, Poutine a perdu l'Arménie et il est en train de perdre l'Azerbaïdjan qui préfère un partenariat avec Ankara. Donc la Turquie a beaucoup plus à offrir que la Russie sur un plan économique et surtout culturellement, identitairement, elle est bien plus proche, Ankara est bien plus proche de l'Azerbaïdjan que la Russie. Enfin, les Russes commencent à avoir un problème de terroristes islamiques. Alors, ils ont effectivement signé des accords avec des organisations comme Daesh pour organiser des attentats en Occident, mais le fait est que la Russie a aussi des problèmes d'islamisme sur son territoire et surtout dans le Caucase. Donc, les Russes ont eu affaire aussi à des attentats de Daesh et pas que de Daesh. Hein. On peut rappeler l'attentat de 2002 à Dobrouvka, de 2007 à Bieswan, mais aussi d'autres attentats de Bieswan, des attentats en 2007, mais aussi des attentats qui ont lieu en 2017, des attentats qui ont été organisés par des islamistes et pas que de Daesh. Hein. Alors on parle aujourd'hui de Daesh-K, donc une branche de Daesh qui est anti-Taliban, donc qui a fait pas mal d'attentats en Afghanistan, notamment contre les intérêts russes, puisque aujourd'hui les Russes se sont rapprochés des talibans. Mais il n'y a pas que Daesh-K, il y a pas mal d'organisations, pareil 6K, islamistes, qui sont très opposées à la Russie. Donc aujourd'hui, la Russie a un véritable problème avec le terrorisme, un terrorisme islamique. Et en ça, elle a besoin des renseignements occidentaux pour pouvoir s'en protéger. Donc la Russie aujourd'hui n'est pas en position de force, ça c'est une chose qui est claire, donc elle essaye surtout là de faire une pause opérationnelle en se disant voilà, pour l'instant on prend ce qu'on a conquis, hein, on prend ce qu'il y a à prendre, on viendra chercher le reste ultérieurement, mais pour l'instant on fait une pause. Alors il ne faut pas s'y tromper, pour l'instant les conditions de paix ne sont pas réunies. Alors les Russes ont été bloqués devant Kharkiv, c'est sûr, ils n'ont pas renoncé à annexer l'Ukraine, donc aujourd'hui on est encore loin de pouvoir arriver sur un plan de paix en Ukraine. Mais même quand on y arrivera, il faut rester clair, hein, la Russie restera une menace permanente pour nous. Et ça, il faut le dire à tous les Le Pen et Mélenchon du monde, qui ont pas forcément compris, soit par naïveté, soit par intérêt, qu'il n'y aura jamais d'accord possible avec la Russie. On n'arrivera jamais à des accords à long terme avec la Russie, parce que la Russie comprend accord
comme une pause opérationnelle. Et la Russie ne respecte aucun accord, n'en respectera jamais, ne les a jamais respectés, et c'est pas près d'arriver. Donc à tous les Mélenchon et les Le Pen de la Terre, il faut quand même bien leur faire comprendre, leur expliquer que c'est pas parce qu'on arrivera peut-être à un moment donné sur un accord concernant l'Ukraine avec la Russie, un accord de paix, que ce sera d'une part un accord de paix durable, parce que quand la Russie se ressentira en position de force, elle réattaquera, ça on peut être sûr. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on va arriver à stopper la guerre en Ukraine à un moment donné que l'Europe sera en sécurité, parce que les Russes reviendront à la charge, ça c'est sûr. Donc on a gagné du temps en Ukraine pour se réarmer, pour pouvoir se protéger de la Russie, mais il ne faudra pas renoncer à l'effort quand la guerre en Ukraine va s'arrêter, parce qu'elle s'arrêtera que pour un temps. Les Russes pour revenir à la charge, c'est une chose qui est claire. C'est ce que montre d'ailleurs l'histoire de la Pologne, la guerre polono-bolchevique, donc qui a été gagnée par les Polonais. Les Polonais ont stoppé les bolcheviks, mais non pas qu'en Pologne, mais ils ont stoppé la marche des bolcheviks sur l'Europe occidentale. On le sait, on le comprend pas, mais Lénine à l'époque disait qu'il voulait arriver à Berlin et Paris en passant par le cadavre de la Pologne blanche. L'objectif final, c'était Paris et Berlin en 1920. La Pologne, c'était que juste une étape à franchir, c'est tout. Donc les Polonais ont bloqué la marche soviétique, bolchevique, sur l'Europe occidentale. Donc on a réussi à contenir les bolcheviks en Pologne. Aujourd'hui, on essaie de contenir les Russes en Ukraine. On arrive à des résultats, puisqu'apparemment, donc l'offensive sur Kharkiv a été bloquée. Ensuite, les Russes ont effectivement pris peur dans des annonces de validation de frappes sur leur territoire avec du matériel occidental, puisqu'ils n'ont pas de défense anti-aérienne qui vaille, ils le savent parfaitement. Ils savent parfaitement que leur menace nucléaire, c'est du vent. Donc aujourd'hui, les Russes changent de ton. Mais il faut bien comprendre qu'ils changent de ton juste pour quelques temps, hein. Ils reviendront à la charge. Donc oui, on peut considérer aujourd'hui que l'Occident est en position d'avantage. Pas de force, mais on va dire d'avantage, hein. Donc on a un certain avantage sur la Russie. Donc la Russie, clairement, veut une pause opérationnelle. Donc c'est un avantage qu'il faudra d'exploiter. Mais il ne faut pas s'y tromper, hein. La Russie n'a aucune bonne intention. Elle n'a jamais eu de bonne intention. Elle n'en aura jamais. Donc ça, il faut bien comprendre qu'on n'arrivera jamais à un accord sincère avec la Russie. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut se réjouir du fait que les Russes demandent la paix, proposent la paix, mais en fin de compte demandent la paix parce que ça veut dire qu'ils en ont besoin. Donc, c'est un élément qui devrait nous faire réjouir, mais c'est un élément qui doit nous faire comprendre aussi que c'est temporaire, hein. C'est temporaire, ça ne va pas durer. Donc, pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour la paix en Ukraine. Il faudra attendre que les Russes, effectivement, soient prêts à négocier. Alors, qu'est-ce que pourrait cette paix? Pour l'instant, je ne peux pas. C'est difficile de le dire, tout va dépendre. C'est le front qui fera ce que sera le partage du territoire. Bon, ça paraît un peu inenvisageable de penser que l'Ukraine va récupérer tout son territoire. La Crimée restera sûrement aux mains des Russes. Bon, maintenant, il faut bien voir que le territoire ukrainien, pour les Russes, n'a plus vraiment de valeur. Comme je le disais, c'est plus vraiment rentable pour eux. Ce qui va se jouer, c'est le fait de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, est-ce que l'Occident a réellement l'intention d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN? Ça, j'en suis pas convaincu. Je pense que l'Ukraine arrivera, dans un premier temps, sur un accord avec l'OTAN comme l'a fait Israël, donc sur le modèle israélien, donc une coopération étroite avec l'OTAN, mais une intégration dans l'OTAN. À court terme, ça me paraît compliqué. Pareil pour l'Union européenne. Donc, mais la question est de savoir si le fait de dire qu'on intègre l'Ukraine dans l'OTAN est réel, ou est-ce que c'est juste une façon de faire pression sur la Russie? Bon, ça, l'avenir nous le dira. Également, il faudra voir qui sera au pouvoir dans le monde occidental dans ces prochaines années. Donc ça sera déterminant pour l'intégration ukrainienne dans l'OTAN. Le fait est que pour l'instant, le sommet de Burgenstock, ainsi que donc, la proposition de Poutine, son plan de paix, entre guillemets plan de paix, ça montre qu'aujourd'hui les Russes se rendent compte qu'ils ont subi un échec. Ça aura des conséquences pour eux. Je pense qu'on arrive sur la fin de Poutine, puisqu'en Russie, on a le droit, hein, de sacrifier des millions de vies, ça c'est pas un souci, mais on n'a pas le droit de perdre. Et là, Poutine, il a perdu. Donc pour moi, je pense que ça arrive sur la fin de Poutine, hein, ça paraît assez évident. Le problème, c'est qu'après Poutine, on aura des gens encore plus agressifs, d'autant plus, raison de plus pour redoubler d'efforts pour se réarmer et puis se protéger de la Russie, parce que la Russie sera une menace permanente. Alors, il faut bien voir que d'un côté, les Russes nous proposent soi-disant la paix, et de l'autre côté, même une guerre hybride à la frontière de la Pologne et des pays baltes. Et on voit parfaitement ce qui se passe à la frontière.
on n'a plus de migrants, on a des mercenaires, hein, des gens qui sont engagés, qui sont payés pour ne pas rentrer en Pologne, juste pour forcer la frontière polonaise. Hein. Donc on voit clairement quelles sont les intentions de Poutine. Donc à un moment donné, Poutine va céder, ça va provoquer sa perte, ça va provoquer sa chute. Il n'en reste pas moins que la Russie va rester une menace, et ça, il ne faudra pas l'oublier. Et c'est pas parce qu'on arrivera à un moment donné à faire cesser le feu en Ukraine, voire un accord de paix, que cette paix sera durable et que la Russie sera plus menace. La Russie sera une menace permanente. Ça ne changera jamais. Et j'espère qu'on n'arrivera plus dans ce schéma de business as usual, parce que on n'arrivera jamais à civiliser la Russie par le business. Ça, c'est une utopie, ça se passera jamais. La Russie sera toujours agressive, elle sera toujours une menace, elle exploitera la moindre de nos failles, et c'est pour ça que la contenir devrait être notre priorité. La deuxième priorité étant de nous armer, de nous protéger contre une attaque éventuelle russe qui reste toujours probable et qui arrivera le jour où l'Occident sera en position de faiblesse. Les Russes en profiteront, c'est certain. Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui estiment que cet enregistrement a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker, ainsi que ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de vous. Je reste à la disposition de ceux qui souhaiteraient un commentaire concernant ce qui se passe en Europe centrale, en Pologne, en Ukraine, en Russie. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention et vous invite à entrer en contact. Donc si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez m'écrire soit sur les réseaux sociaux, soit mettre un commentaire sur YouTube. Je réponds toujours aux questions. Je vous remercie pour votre attention une fois de plus et je vous dis à très bientôt.